Alors, j'ai demandé à Philippe-Jean Catinqui de nous rejoindre aussi, parce que nous avions envisagé de traiter ce thème des incendies urbains au travers également des incendies tels qu'ils sont traités dans des grands romans. On peut penser à l'incendie de Copenhague de Gilles Lapouge, on peut penser à l'incendie du Chiado, on peut penser... Il y a quand même effectivement un bon nombre de... Moi aussi, je travaille aussi comme ça pour la programmation. C'est par exemple incendie urbain, on voit qu'est-ce qui sort. Enfin, il y a quand même des choses aussi. On peut avoir après. Lapouge, mais il est fatigué. Voilà. On peut avoir Valéjo, voilà. Mais il n'est pas là. Enfin, c'est terrible. Donc je pensais que Philippe-Jean, par rapport justement à ces romans qui traitent des grands incendies, vous n'avez pas échappé d'ailleurs que la couverture du dossier, c'était une reproduction du grand incendie de Londres, donc un Turner. Hein, donc voilà, Philippe-Jean peut peut-être animer les questions avec les deux intervenants et le public en y greffant aussi sa connaissance des romans qui traitent des incendies urbains. Oui, enfin, je pense aussi à la connaissance de nos spectateurs, parce que je présume que beaucoup de ces romans-là sont aussi dans la conscience des uns et des autres. On va peut-être commencer tout de suite par donner la parole au public par rapport aux deux interventions qu'on vient d'entendre, parce que ce soit pour Éric ou pour Philippe, entre les images qu'on vient de voir et les images, les photos avec Éric et les films avec Philippe, il y a peut-être des questions et surtout peut-être des réflexions, parce que quand on est comme ça, un télescopage d'images aussi saisissantes, ça vous inspire peut-être un commentaire ou une prise de parole, donc n'hésitez pas, on vous les livre. J'adore livrer les orateurs au public. On a une question, Max. Alors il faut repartir au fond. C'est bon pour la forme. Oui, vous nous avez montré des images d'incendies involontaires, entre guillemets, et puis le seul incendie volontaire que vous montrez, c'est celui de mai 68. Deuxième truc, c'est qu'effectivement, dans les incendies que l'on pourrait voir au niveau des images, c'est effectivement ce qui se passe dans les banlieues. Où effectivement, bien souvent, les actualités reprennent effectivement surtout des images de feu, le nombre de voitures brûlées, etc. etc. Donc, premier point, pourquoi, par exemple, n'avez-vous pas cité ce type d'images, qui sont effectivement ce qui est le plus de tarte à la crème dans les dernières années, sur les incendies de voitures dans les quartiers. Et le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est qu'il y a un certain nombre de références qui sont des références par rapport à l'intervention de ce matin de Mabankou sur l'apport de la culture, alors il a parlé de Baldwin, mais on pourrait parler de Malcolm X, de Fanon, etc., dans un certain nombre d'organisations qui travaillent effectivement sur les quartiers. Et je trouve symptomatique qu'en dehors de mouvement immigration des banlieues, les indigènes de la République, il existe aussi une association qui s'appelle Assez le Feu, qui effectivement part du principe que l'on parle trop de ce qui est le feu dans les banlieues et qu'on ne parle pas assez des trucs positifs. Alors je voudrais savoir si en termes, effectivement, iconographiques, images, etc., puis en termes romanesques et où, vous avez des idées là-dessus. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre question. Je vais essayer, elle est multiple, votre question. D'ailleurs, la réponse est contenue pratiquement dans une partie de vos questions. Pourquoi je n'ai pas parlé de tarte à la crème du feu des banlieues? Parce que c'est une tarte à la crème. Vous voyez, vous avez répondu vous-même. Je précise ma méthodologie de façon explicite. J'ai choisi, en visionnant plus de 5000 vidéos, ce qu'on appelle en rhétorique, des apax. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un apax? C'est dans un discours, c'est la première fois qu'émerge cette forme de discours. Donc c'était la première fois, dans l'ordre du discours télévisuel, qu'émergeait, par exemple, le bombardement. Donc j'ai choisi bombardement, incendie de Dresde, volontaire. Donc je réponds à votre deuxième branche de questions. Il n'y a pas que des incendies involontaires. L'APAX, par exemple, l'incendie d'un siège de banque numéro 1 mondial, je crois qu'il n'y a jamais eu avant. Voilà, c'est une forme d'APAX. Et pourquoi? Alors, évidemment, c'est compliqué parce que ce choix c'est un choix. Donc j'ai fait un choix qui est politique. Forcément, mon discours délivre un message pluriel, mais peut-être il peut être mal interprété ou bizarrement interprété. L'incendie urbain, guérilla, révolutionnaire, etc., je pense qu'effectivement, lorsqu'en mai 68, ces incendies ont lieu la nuit, les images sont contingentées, mon général est là, hein. On ne passe pas ce que ne veut pas passer les hommes du général. Il n'y a que 2 chaînes, rappelez-vous, hein, chaîne 1, chaîne 2. Ce que je vous ai montré, c'est le bobino officiel. Et vous avez vu cet effet de montage, hein, la lutte continue avec ce renversement de caméra, on pourrait le revoir. Hein. Et puis ça se termine quand même par une image très étrange, des feuilles qui brûlent. Donc qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que la barbarie, elle est étudiante, elle n'est pas policière. Vous voyez le renversement paradigmatique.
On voit des casquets qui courent après, et on sait quand même les dégâts qui ont été commis des deux côtés, mais il y a eu des dégâts aussi sur des personnes humaines, des jeunes qui avaient un cri, des revendications, et on termine en disant que c'est la barbarie, elle est étudiante, vous voyez, la construction est très intéressante. Je vous ai montré le message officiel, parce que je n'ai pas retrouvé d'image brute sur mai 68. De même que je n'ai pas eu l'autorisation, vous vous rendez compte, d'un organisme public comme l'INA de diffuser les images du 11 septembre. Ces images sont contingentées. Elles appartiennent au gouvernement américain. Je n'ai pas eu l'autorisation, et je terminerai ma réponse là-dessus, de diffuser l'incendie Tempête du désert. Vous vous rappelez quand même, c'est la croisade de l'Occident. Rappelez-vous la teneur du discours du président Bush à l'époque. L'Occident, etc. Non, je n'ai pas eu l'autorisation. Parce que sinon... Alors, j'ai essayé, mais là-haut, on m'a dit non. C'est là-haut, on obéit aux lois. Je veux dire, on ne va pas faire un partenariat basé sur des contraventions. Voilà. Mais c'est intéressant, cette absence, vous voyez, cette absence en creux. Elle dit, c'est un discours en creux. Voilà. J'espère que j'ai répondu en partie. C'était très riche. Merci. En tout cas. D'autres questions ? Vous levez la main clairement pour que le micro vienne vers vous. Oui. Très bien, au 4e rang, le micro arrive tout de suite. Oui, c'est pour M. Houellebecq. Au sujet du support papier que sont les livres et l'arrivée des e-books, comment voyez-vous l'avenir, disons dans les 20 prochaines années, sur l'importance de ce support informatique pour éviter, bien évidemment, l'incendie du papier? Alors, il y a un exemple typique, c'est Tombouctou. Donc, les manuscrits ont été transférés à la capitale. Ils sont en ce moment en train d'être restaurés parce qu'ils étaient conservés dans les familles de façon un peu aléatoire. Et ils sont tous en train d'être numérisés. Et quand le terrain sera à peu près sûr, ils vont retourner dans les familles parce qu'ils appartiennent à... Ça appartient à Tombouctou, mais ils vont tous être numérisés. Et si jamais on a à nouveau des attaques islamiques ou un incendie, peu importe, s'ils sont détruits, ce sera une catastrophe, mais on aura toujours l'image numérisée. Alors c'est une solution, entre autres, mais c'est un sauvetage. Si on avait eu ça au temps de Pompée, avant l'incendie de Rome, on aurait le Satyricon de Pétrone en entier. Et là on en connaît un 5e. Mais c'est pas de la faute à Néron, selon Tacite. Non, mais je veux dire, on a perdu tellement de textes. Donc c'est pour ça ce qu'on a trouvé à Pompéi, on va peut-être trouver des merveilles. Mais voilà, si on avait numérisé il y a 2000 ans... Oui. D'ailleurs, pour rejoindre Eric, mais Eric, je te parle sous ton contrôle et sous le contrôle de mon voisin également, on connaît tous, je pense, les réflexions de Borges à propos de ça. Je vous renvoie, je ne sais plus où il écrit, est-ce que c'est dans le livre de Sable, je ne sais plus, où il y a cette magnifique réflexion sur la destruction des livres, vous savez, ces auteurs perdus. Il a cette conclusion, je ne sais pas les mots exacts, mais en gros, ce qui nous reste, c'est ce qui devait nous rester. Voilà, c'est très beau, c'est magnifique. Et puis simplement, même si c'est traumatisant d'entendre le nombre d'œuvres perdues à cette occasion-là, le nombre d'œuvres perdues tout court, entre les tremblements de terre, les villes qui sont abandonnées et tout, est tellement considérable que, mis à part l'émotion que suscite une liste qui effraie, c'est presque anecdotique par rapport au nombre de textes anciens qui ne nous sont pas parvenus. Et puis, on n'a pas besoin d'incendie pour perdre la quasi-totalité des trafics de Sophocle, pour en garder péniblement 7. Mais il y a tout ce qu'on a perdu et qu'on ignore aussi. Oui, en plus, qui est fascinant. Mais ça, on ne déplore pas. C'est au moins ça de gagner. D'autres questions ou interventions? Alors moi, j'en ai une. Alors pour Philippe, ton montage commence donc en 1940. Tu l'arrêtes en 2003. Est-ce que c'est parce que les images qui ont moins de 10 ans ne sont pas consultables? Parce qu'on pourrait se demander pourquoi d'un seul coup les années les plus récentes, et ça revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos des incendies de banlieue. Bien sûr qu'il y avait des incendies de banlieue avant 2003, mais d'abord je pense que la symbolique de la banlieue n'est pas aussi facilement perçue comme universalisante qu'un centre-ville, un lieu précis. Ça, oui. Il y a sûrement cet aspect-là, enfin je ne veux pas parler à ta place là-dessus, mais il y a aussi le fait que les phénomènes auxquels on est très attaché, des images récentes qu'on a vues et revues, sont absentes peut-être tout bêtement pour une histoire de droit ou d'accessibilité.
Il y a un délai officiel? Oui, c'est le délai. Je n'ai pas pu aller au-delà de 2003. Donc j'imagine que le délai est de. Une sorte de gel, quoi, de bizarre, 10-12 12 ans, oui. C'est pas très. D'accord. C'est monstrueux parce que ce qu'on appelle les white papers, c'est-à-dire les fiches de règlement de l'INA, remplissent 2 pièces. Et donc à un moment avec Joël, Joël est très, très, très drôle, moi j'ai l'habitude de travailler avec elle, et ça crée de l'intimité parce qu'on travaille dans des petits réduits, vous voyez, avec des petits écrans. Facilement inflammable. Voilà. Et Joël me dit, tu veux regarder la salle des notes, des règlements? Je dis, non, mais si, viens, c'est kafkaïen. Et là, elle ouvre une grande pièce et c'est monstrueux. Là, on a envie de tout brûler. Enfin, non, mais c'est vrai, parce que c'est pas possible. C'est un peu vous savez, on finit par étouffer quand même sous la réglementation, et on sent je dirais pas une souffrance, faut pas exagérer, mais dans des institutions aussi belles et importantes que l'INA, ça peut, à un moment, on peut arriver à se sentir brimé. Et, voilà. Alors qu'en fait, des espaces de liberté, la preuve existe. Il y a un énorme potentiel à l'INA, et je crois qu'il ne faut pas hésiter à travailler avec l'INA. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Donc, puisque tu parlais du délai de 10-12 ans qui gèle en quelque sorte la circulation de l'image, moi je me pose une question. Dans ces 10-12 ans-là, est apparu concurremment à l'image officielle que tu peux consulter même avec retard, un nombre d'images qui circulent grâce à tout ce que chacun capte avec son téléphone portable. On a maintenant une foule d'images qui nous viennent fugitivement, alors parfois reliées par des télé officiels, parfois pas, qui fait qu'on voit... Alors, est-ce que toutes ces images qui nous arrivent, sous quelque support que ce soit, sont quelque part malgré tout enregistrées, stockées, ou est-ce que c'est perdu pas à jamais? Parce que parfois, lorsqu'il y a des catastrophes, on nous dit un témoin a pris avec son portable et tout, et une partie est diffusée. Mais il y a énormément d'images qui circulent et qui nous atteignent et qui ne sont compilées par personne. Donc ça va être compliqué pour les historiens de demain. Oui, mais là, tu touches la question. Pour moi, c'est la question qui m'a amené à faire ce travail depuis 5-6 ans. Je travaille beaucoup avec Laurent Gervereau, qui est très grand... Excellent historien de l'image. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la généalogie des images. D'où viennent-elles à l'heure, pour paraphraser Walter Benjamin, à l'heure de la multiplication exponentielle des images, hein, on est là-dedans. Que deviennent-elles? Où vont les images? Superbe titre de colloque. Vous avez quelque chose... Moi, je pratique Internet depuis le début. Et il y a quelque chose qui a été créé dès les fondements du World Wide Web, du 3W, qui est archive.org. Donc c'est un espèce de ghost web, c'est-à-dire un web fantôme qui stocke tout. Actuellement, on en est à, je crois qu'on approche du trilliard d'images. Hein. Donc vous allez, toute trace, je dis bien toute, je peux l'affirmer, toute trace est conservée. Vous ne pouvez pas... Alors moi, demain, je suis tout nu à l'écran, sur le web, sur Facebook, ça m'est déjà arrivé. Je veux pas de ça parce que ça me gêne. Je veux dire, c'est laid. Eh bien non, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous voyez, c'est le pink. C'est-à-dire que ça a été mis en ligne, ça le sera toujours. C'est de l'ordre de la gravure presque. Hein, c'est du graphine. Hein, là, on retrouve le geste fondateur d'inscrire en creux et pas moyen d'effacer. Voilà, c'est un peu la réponse. Oui. Tu peux ajouter à cela que nous, à l'ABN, nous, on a instauré le dépôt légal du web. Oui. Tous les jours, on a une capture du web. Alors évidemment, c'est une image figée, mais c'est consultable après. Mais en fait, c'était moins une question qu'une alarme qui justifiait mon intervention, parce qu'on est submergé d'images, qu'elles se bougent ou qu'elles ne bougent pas, et on peut se demander comment on est en quelque sorte victime ou cerné par une production qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas en tout cas. Au sens du chercheur que tu es et que nous sommes tous, enfin, on fait des recherches. Il y a des fois, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand je vais sur archive ou .org, où je vais faire des recherches comme ça sur le passé du net, qui commence à avoir une histoire, hein, qui a plus de 25 ans. Ce qui m'inquiète, c'est que des fois, les images, les vidéos, la vidéosphère, en tout cas, est désolidarisée du texte qui doit l'accompagner, du texte littéral, du commentaire critique, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, il n'y a rien de plus. Vous voyez, comme on fait parler le discours sans son, n'est-ce pas, et sans intertitre, on peut leur donner plein de sens, vous voyez, plein de sens multiples, pluriels, ambigus. Voilà, donc il y a du trafic potentiel. Et moi, là je lance ma cri d'alarme, mais il faut que nous soyons vigilants, hein, en tant qu'historiens, en tant que chercheurs. Faire attention. Il faut aussi se donner les moyens d'exercer une vigilance réfléchie. Parce que être vigilant pour simplement se dire on va faire attention, mais comment? C'est pas si simple. Voilà, juste pour plomber l'ambiance. Vous avez le droit d'avoir des questions plus optimistes, hein, malgré les incendies, malgré les destructions, parce que le feu, c'est aussi quelque chose qui inspire. Oui.
Non, j'ai pas réussi mon coup. Alors, on vous a dit que vous aviez échappé. Pourquoi échapper? C'est une jeune femme charmante. J'aime moins ses livres, mais Amélie Nothomb, comme partenaire de conversation, est tout à fait agréable. Donc, vous avez échappé à Amélie Nothomb, vous avez échappé à François Valéjot, dont on évoquait le livre paru chez Vianami. On évoquait Gilles Lapouze, dont l'ouvrage, lui, était paru chez Albin Michel, qui est également éditeur d'Amélie Nothomb. Et vous avez peut-être, vous, lu certains de ces livres-là, ou repéré des scènes d'incendie qui vous ont paru extrêmement importantes au fil de vos lectures. On est prêt aussi à vous entendre, parce qu'on ne voudrait pas que ce soit notre petit savoir de lecteur qui serve de référence sur une question qui n'est traitée par personne, mais peut-être que justement le fait d'écrire un incendie ou de lire à la lecture un incendie, c'est quelque chose de particulier. Au moins, les images que nous montre Philippe nous imposent la temporalité de leur réception. Si la scène dure 3 secondes, eh bien, on passe à autre chose. Si elle dure 15 secondes ou même 1 minute et demie, on est plongé dans le brasier. À la lecture, on est un peu maître du déroulé. Alors, vous pouvez nous faire partager votre expérience, même si on ne vous avait pas prévenu du traquenard. Non. Ça ne marchera pas non plus. Deuxième échec. Je sens que j'ai demandé à Francis de me relever de mes fonctions. Relever de tes fonctions. Je me suis grillé. Bon, bah, je crois que de toute façon, Oui, donc, on désolé. va passer au... Donc finalement, pouf, dans le traquenard. Ah, Merci. merci. Donc, Quelle que soit la question, merci. Non, c'est justement par rapport aux souvenirs de lecture, les images d'incendie et aussi les interventions d'hier sur la technique et l'esclavage du feu, mais aussi le passage d'un discours scientifique littéraire avec l'alchimie et tout ça à un discours scientifique mathématique avec les formules, me faisait penser en fait à la poésie expressionnisme de Georg Heim avec les démons de la ville, où là justement, j'ai l'impression que c'est cette espèce de jonction où on voit une ville tentaculaire et je vais y arriver, et technique, qui en fait comme le Moloch, le Baal antique, dans un espèce de brasier d'incendie à peine contrôlé et enfourne des ouvriers, de la force humaine dans sa gueule béante et pleine de flammes. Et comme si en fait c'était cette espèce de jonction entre la vision du feu comme esprit, la vision mécanique et bientôt ce que vous disiez sur la technologie qui crée ses propres possibilités de catastrophe. Donc s'il n'y avait pas cette espèce de point de jonction dans l'expressionnisme allemand, de Heim entre autres. Ah oui, ouais, je ne connais pas le sujet, hein, je ne maîtrise pas du tout ce que vous évoquez, mais je vois, mais je ne peux pas trop commenter cela. Ce n'est pas mon sujet d'étude, mais que vous dire que ce soit intelligent, intéressant. Déjà, cet aveu d'impuissance. Oui, c'est non, mais bravo, merci. Plutôt que de dire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Non, mais je ne dis pas n'importe quoi, justement, je me retiens. Non, plutôt que de dire n'importe quoi. Oui, il vaut bien mieux, sûr. Oui, je suis modeste, peut-être trop modeste. Mais non, mais tout à coup me vient. Alors, ce que vous dites m'évoque quelque chose. Enfin, vous savez, tout à l'heure, je ne vais pas me reciter, mais je parlais dans l'introduction de cette double, ce feu donc destructeur et salvateur, l'ancien temps et le temps nouveau. Déconstruction du discours du 11 septembre, elle a été faite par des chercheurs. Il faut lire les déconstructions par les chercheurs et non pas par les imposteurs penseurs. Il y en a eu beaucoup. Et justement, déconstruction du discours des imposteurs par rapport au 11 septembre. C'est un complot organisé par le 11 septembre. Et dans l'un des aspects quand on déconstruit, il y a un aspect très drôle, en fait, qui dit, par exemple, la thèse, on a voulu se débarrasser de ce quartier, donc il a fallu inventer quelque chose. Donc on a plastiqué les 3-4 tours du World Trade Center parce qu'on en avait marre de cette vision, on voulait construire autre chose. Ça fait partie des thèses, hein. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai lu, Néron. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Philippe Jean confirmera la thèse de Néron, destructeur de Rome, parce qu'il aurait voulu, en détruisant la vieille Rome, créer une ville nouvelle à son nom. Vous entendez ce discours? Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre? Bien après, dans la mise en place du système, c'est un complot. Parmi les thèses,
C'est un quartier dont on a voulu se débarrasser, ça nous embêtait. Bon, au diable, les morts, les 3800 quelques morts, vous voyez, c'est extraordinaire quand même ce qui se met en place dans le discours. Bon, voilà.